Le télétravail, ça peut être mis en place de plusieurs façons. Est-ce que j'ai le droit de dire oui à l'un et non à l'autre ? On ne pourra pas justifier d'une réponse négative à la même demande dans une autre situation. Je ne lui fais pas confiance. Je pense qu'elle va bosser moins si elle est à la maison. Il y a des activités télérobustes qui, quand on est en télétravail, on peut continuer à les réaliser avec le même niveau de performance, et d'autres qui sont fragiles dans un contexte de télétravail, ce que eux appellent le téléfragile, pour lequel le niveau de performance du collaborateur devient moindre. Est-ce que le cas est clair ? Qu'est-ce qu'on peut lui dire finalement à ce collaborateur-là ? Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Coup de Bigot, le podcast qui réconcilie les managers avec le management. Ce podcast est né de formations managériales que j'anime et entre chaque session, je reçois les managers individuellement pour analyser leur propre cas. Et au bout de plusieurs répétitions, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie richesse dans le contenu de nos échanges et que ça serait intéressant pour chacun d'entre vous de pouvoir participer finalement à l'analyse de ce cas-là et pouvoir le dupliquer par analogie dans ses propres situations managériales. L'ambition de ce podcast, c'est de vous donner des clés pour pouvoir agir sur vos situations managériales, mieux les comprendre et avoir des leviers pour pouvoir agir avec vos collaborateurs au quotidien. Pour vous y aider, dans chaque épisode, on retrouvera la situation ou les situations d'un ou de plusieurs managers. On va analyser cette situation, ce cas managérial, identifier des outils et des méthodes pour pouvoir le résoudre que vous pourrez dupliquer au quotidien avec vos propres équipes. Je suis Yannick Bigot, fondateur de N48 Conseil, un cabinet qui accompagne les dirigeants et les managers dans leur situation managériale au travers de formations, de conseils et de coaching. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces services sur la page de N48 Conseil, dont vous retrouvez le lien en description. Pour ceux qui écoutent cet épisode, vous pouvez retrouver les schémas en vidéo et en images sur les pages YouTube et Spotify de l'épisode. J'espère que cet épisode va vous plaire et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Coup de Bigot, qui est un épisode un peu spécial puisque c'est un épisode table ronde où on va essayer de traiter avec Jean-François et avec Gaël. Merci à tous les deux d'être là aujourd'hui. On va vous présenter dans quelques instants. L'idée d'un épisode table ronde, c'est dans la réalité des managers, ils ont un problème qui est souvent multifactoriel avec des sujets RH, des sujets juridiques, des sujets managériaux et que tout ça se mélange finalement dans leur quotidien. L'idée d'aujourd'hui, c'est de rentrer sur un cas que rencontre un manager et de l'analyser tous les trois avec nos angles différents pour enrichir votre compréhension de ce cas-là. Cet épisode est aussi particulier puisque nous sommes accueillis dans l'hôtel Balthazar à Rennes, qui nous met à disposition ce joli espace pour tourner le podcast d'aujourd'hui. Autour de la table, nous avons donc Jean-François Bertrand. Jean-François, est-ce que tu peux nous dire un mot sur qui tu es ? Oui, bonjour Yannick. Donc Jean-François Bertrand, je suis dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Lundi. Donc j'ai été responsable ressources humaines pendant une dizaine d'années avant de créer la structure il y a 7 ans. Et aujourd'hui, on accompagne des dirigeants de TPE-PME sur l'ensemble de leurs enjeux RH et recrutement au quotidien. Merci beaucoup. Gaël, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur qui tu es et ce que tu fais et comment est-ce que tu accompagnes les dirigeants ? Oui. Alors, je suis Gaëlle Mousset, je suis avocate. J'interviens au sein du cabinet GBA, donc qui est un cabinet d'avocats de droit des affaires. Le cabinet fait du droit des contrats, du droit des sociétés, droit fiscal. Et donc, moi, j'interviens plus spécifiquement en droit du travail, droit social, pour tout ce qui concerne les relations entre employeurs et salariés. Donc, ça va du recrutement des salariés, avec la rédaction de contrats de travail, par exemple, l'avis du contrat de travail, c'est-à-dire les arrêts maladie, les procédures disciplinaires éventuellement, et également la phase rupture du contrat de travail, le cas échéant. Donc ça, c'est pour la partie conseil. Et j'interviens également en contentieux, donc devant les tribunaux, quand il y a besoin. Très clair. Merci à tous les deux. Merci d'être là aujourd'hui. Donc l'idée de cette table ronde, c'est vraiment analyser le problème d'un dirigeant et d'essayer de croiser effectivement nos regards et nos angles d'analyse respectifs en fonction de nos domaines d'intervention à tous les trois, pour qu'un dirigeant, en écoutant l'épisode, puisse se faire presque, s'il est face à cette situation ou à une situation assez proche, il puisse réutiliser un peu nos conseils ou nos grilles d'analyse sur le sujet. Ça vous va ? Très bien. Et on va vous retrouver dans plusieurs épisodes de cette saison. Aujourd'hui, on va essayer de traiter finalement non pas d'un cas, mais de plusieurs cas qui reviennent assez régulièrement dans nos quotidiens, qui sont des situations autour du télétravail. Alors, je rentre par plusieurs angles. Encore la semaine dernière, un dirigeant me consulte en me disant « J'ai un collaborateur qui travaille très bien, avec lequel on n'a pas de sujet particulier. Il vient solliciter une demande de télétravail, mais très particulier, de télétravail au long cours, sur une période assez longue, de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, et de télétravail à une distance très vaste. Donc en gros, il dit, très lointaine, il me dit,
je veux aller, sa situation particulière, c'est il va aider ses parents qui vivent dans un département d'outre-mer et il veut y rester 2 ou 3 mois consécutifs. Et à ce titre-là, il veut pouvoir travailler en télétravail, forcément, puisqu'il ne va pas faire des allers-retours en continu. Donc télétravailler pendant 3 mois à une distance et avec du coup un décalage horaire qui est assez important, qui le met presque à l'envers finalement de la journée de travail de ses collègues sur place en métropole. Est-ce que le cas est clair ? Oui. Ok. Donc il y a ce cas-là où le cas la semaine précédente d'un collaborateur dans une entreprise qui souhaite voyager à l'étranger. Et pour voyager à l'étranger, il a des phases, entre guillemets, tampons entre ses voyages, dans lesquelles il dit je voudrais pouvoir m'installer pendant 15 jours, 3 semaines, à une destination qui est assez lointaine, et pouvoir travailler en continu pendant 100% de mon temps sur cette période-là, qui va durer 15 jours ou 3 semaines, mais qui n'est pas du tout prévu par les modalités de télétravail de l'entreprise, qui, dans ces 2 cas-là, je crois que c'est 1 jour ou 2 jours dans l'autre de télétravail maximum par semaine, et le reste du temps est passé sur site avec les collègues. Est-ce que ce cas est clair pour vous tous les deux ? Oui. Est-ce que vous avez une première intuition sur ce cas-là ou une première alerte là-dessus ? Plein de questions plutôt. Okay. Alors, question, vas-y. Parce que pour répondre à ce type de questions, il y a toujours une histoire de contexte. Oui. Puisque ça dépend. Quand on est interrogé sur ce type de cas, c'est toujours la première question, c'est la réponse c'est d'autres questions. Savoir c'est quoi le métier de la personne qui est amené à faire cette demande-là, parce qu'en fonction du métier, et on en parlera aussi, je pense, de la personne en tant que telle, on va pas forcément donner le même type de réponse. Et puis après, il y a tout le côté collectif, mais c'est quoi le métier de cette personne-là ? Est-ce que c'est possible de s'organiser de cette manière pour son métier ? Dans les 2 cas présents, globalement, son activité peut être réalisée à distance. C'est des gens qui travaillent sur un ordinateur à traiter des dossiers, qui peuvent être en interaction régulièrement lors de réunions avec des collègues de travail, qui, on va dire, ont entre 70 et 80% de leur temps, ils sont plutôt dans un travail individuel sur des tâches plutôt personnelles, et pour 20 ou 30% de leur temps sont dans de l'interaction avec les autres, voire avec des clients, mais l'interaction a souvent lieu soit en visio, soit par téléphone, puisque le client ne se déplace pas forcément. Dans ces 2 cas-là, il ne se déplace pas au bureau. Il y a de l'interaction plutôt à distance. Donc, on pourrait, à la limite, se dire que qu'ils soient au bureau ou ailleurs, ça change qu'à moitié les choses pour eux. Et donc après, se pose la question du collectif. Est-ce que c'est bien adapté à la culture de l'entreprise ? Parce qu'il y a des entreprises qui vont pas forcément fonctionner de la même manière par rapport au télétravail. Et c'est très culturel, finalement. Je pense qu'on va en parler aussi un petit peu sur qu'est-ce qui est faisable ou pas en fonction de la culture même de l'entreprise. Donc il y a différents fils à tirer pour bien répondre à cette question. Culture, organisation du travail. Sur l'organisation du travail, moi, j'aime beaucoup rappeler à tous les dirigeants que j'accompagne la notion de télérobuste, téléfragile, qui est une notion qui est très bien explicitée en français par quelqu'un qui s'appelle Olivier Sibony, dont on peut retrouver effectivement les podcasts assez facilement, ou en tout cas les interviews assez facilement, Sibony, et qui reprend les travaux d'un chercheur américain qui s'appelle Nicholas Bloom, qui a essayé d'identifier les activités télérobustes des activités téléfragiles. Donc le mot est assez finalement facile de se dire, il y a des activités télérobustes qui, quand on est en télétravail, on peut continuer à les réaliser avec le même niveau de performance, voire avec un meilleur niveau de performance. Donc elles sont robustes dans un contexte de télétravail, et d'autres qui sont fragiles dans un contexte de télétravail, ce que eux appellent le téléfragile, et qui, du coup, pour lequel le niveau de performance du collaborateur devient moindre. La distinction est assez intéressante. Là où, Jean-François, tu parles de métier, eux rentrent dans une logique d'activité. C'est-à-dire, sur un même métier, on peut avoir des activités télérobustes et des activités téléfragiles. Et les activités télérobustes, c'est souvent des activités de production individuelle qui sont très processées, dans lesquelles chacun sait ce qu'il a à faire, il va produire ses dossiers. Typiquement, on peut imaginer de la production de comptes comptables. Pour le coup, c'est une activité qui est probablement télérobuste. Même si je suis devant mon ordinateur chez moi, finalement, je travaille aussi bien que si je suis à côté de mes collègues. Avec un plus qui est en général une majoration qui fait que c'est parfois même plus efficace parce que il y a un meilleur niveau de concentration du collaborateur sur ces activités-là. Un petit moins parfois, c'est qu'il y a une plus grande difficulté à solliciter ses collègues de travail direct pour leur dire « Tiens, au fait, dans telle situation, qu'est-ce que tu ferais ?» Et là, ils cherchent parfois une réponse dans de la documentation, là où s'ils étaient localisés au même endroit
que leurs collègues, pour le coup, ça marcherait mieux. Donc ça, c'est les activités télérobustes. Des activités vraiment très téléfragiles où on perd en performance quand on est à distance des autres. Donc c'est effectivement l'intelligence collective qui fonctionne moins. Et ce que mettent beaucoup en avant Nicolas Bloom et du coup Olivier Sibony, c'est la capacité d'innovation, la capacité de réflexion avec les autres sur ce que sera le futur du métier. Et souvent, globalement, il dit le piège qu'il faut éviter, c'est de se dire, on peut être sur des activités télérobustes, se dire, finalement, ça fonctionne très bien, et donc je permets à mes collaborateurs d'être beaucoup en télétravail parce qu'ils ont beaucoup d'activités télérobustes, mais il y a peut-être un pourcentage d'activités qui sont téléfragiles, et ça peut obérer la capacité, limiter la capacité de création, d'innovation, qui est finalement la performance de demain, qui n'est pas la performance d'aujourd'hui. Donc souvent, il invite les dirigeants, et moi, quand j'échange avec des dirigeants, à essayer de classer les activités en se disant qu'est-ce que tu perds si tes équipes demain sont toutes à distance, qu'est-ce que tu perds de l'intelligence collective et en quoi cette intelligence collective elle est clé dans ta performance, y compris de demain. Et il y a souvent d'ailleurs des a priori là-dessus, en pensant parmi les dirigeants de PME qu'un métier entre guillemets un peu traditionnel est difficilement organisable sous la forme de télétravail, alors que c'est sans doute le cas. Tu parlais d'expertise comptable, par exemple. Et à contrario, des fois, on pense que certaines activités, comme une agence, par exemple, de développement web, ils vont être tous habitués à travailler comme ça va être facile. Mais j'en connais certaines qui sont pas du tout férues de télétravail parce que justement, ça bloque leur manière d'interagir dans la création. Ils ont besoin de se retrouver régulièrement au même endroit pour pouvoir justement travailler en mode collaboratif et avancer sur leur projet. Donc en fait, c'est bien de se reposer cette question-là par rapport à nous, notre activité. C'est pas juste une idée comme ça, c'est potentiellement, est-ce qu'on peut s'organiser de cette manière-là ou pas. Et c'est important de travailler là-dessus avant de prendre une décision là. Et par rapport au cas que tu nous exposes là, il y a aussi un sujet de demande individuelle vs collectif. Parce que si on accepte une situation, une demande comme celle-là, ça risque de faire jurisprudence, comme tu aimes le dire, oui. Vis-à-vis de l'ensemble du collectif. Et on ne pourra pas justifier d'une réponse, ou difficilement justifier d'une réponse négative à la même demande dans une autre situation. Donc c'est important. En termes de culture, en tout cas, mais Gaël, toi qui es juriste, est-ce que si je dis oui à Martine, je dois forcément dire oui à Jean-Jacques, ou est-ce que j'ai le droit de dire oui à l'un et non à l'autre ? Alors effectivement, dans ce type de situation, il faut voir déjà si le télétravail est déjà pratiqué dans l'entreprise, voir sur quoi il repose. Parce que le télétravail, ça peut être mis ça peut être mis en place de plusieurs façons. Ça peut être mis en place par un accord collectif, donc c'est-à-dire un accord qui est conclu entre l'employeur et des organisations syndicales ou des représentants du personnel. Si c'est pas le cas, ça peut aussi être mis en place par une charte. Donc là, la charte, à la différence de l'accord collectif, c'est un document unilatéral qui est pris par l'employeur. Donc qui fixe ces deux documents-là, ils fixent un cadre au télétravail, le nombre de jours, la fréquence par semaine, par mois, voilà, le cadre dans lequel le télétravail s'exerce. Et si on n'a pas un de ces deux documents-là, on peut quand même mettre en place le télétravail, mais là, dans ce cadre-là, c'est un accord entre l'employeur et le salarié, je dirais, au cas par cas. Donc déjà, dans un premier temps, il faut voir sur quoi repose le télétravail dans l'entreprise, s'il y a un cadre qui a été fixé. Dans les deux cas dont on parle, rien du tout. Rien du tout. Donc effectivement, là, ça dépendra on peut apporter une réponse individuelle à un salarié, donc c'est-à-dire que on peut dire oui à l'un et non à l'autre. Néanmoins, si on doit être en mesure de justifier pourquoi on a dit non à l'un alors qu'on a dit oui à l'autre. D'accord. Donc il faudra il faudra que ça se justifie par des éléments objectifs. C'est-à-dire le poste qui est différent, l'ancienneté qui est différente, par exemple aussi, parce que la personne à qui on a dit non, on considère qu'elle est là depuis 6 mois seulement et que sa prise en main du poste n'est pas encore suffisante pour qu'il puisse être en 100% télétravail depuis l'étranger. Donc voilà, on peut dire oui à l'un et non à l'autre, mais il faudra quand même qu'on ait des éléments objectivement différents. Si 2 salariés sont objectivement dans la même situation, vraiment si tous les paramètres sont vraiment les mêmes pour les salariés, ce sera plus compliqué de justifier un refus pour l'un. Ok, donc il faut aller chercher, que ce soit dans une charte, dans un accord ou que ce soit dans une relation bilatérale avec le collaborateur,
faut être assez au clair sur c'est quoi les critères qu'on fixe pour dire oui ou pour dire non. Quand on a un acte, que ce soit un accord collectif ou une charte, en général, on vise directement les salariés qui sont concernés, le type de poste, ou au contraire ceux qui ne sont pas concernés par le télétravail. On peut fixer un critère d'ancienneté. Donc en général, quand on a un acte comme ça, on peut facilement se raccrocher à cet acte pour refuser la demande de télétravail. Alors le corollaire, c'est aussi que si le salarié remplit toutes les cases, on ne pourra pas lui dire non. S'il remplit toutes les conditions fixées par l'accord collectif. Voilà. D'accord. On se fixe un cadre donc qui contraint un petit peu aussi la situation, quoi. Avec un accord ou une charte, on s'achète de la sécurité parce que du coup, on a posé un cadre qui doit plaire à Jean-François. Tout à fait. Mais par contre, on se doit de respecter ce cadre-là. Exactement. Et ça va devenir très compliqué de dire à quelqu'un non à une situation de télétravail, y compris potentiellement. Donc ça veut dire, typiquement, là... Ou alors, il faut aller vraiment très dans le détail, dans la charte ou dans l'accord collectif, dans les situations qui ouvrent droit ou non, mais on peut rarement envisager toutes les situations pratiques qui se posent, quoi. D'autant plus qu'on est souvent confronté à des PME dans lesquelles ils ont effectivement une activité qui est tendue vers leur quotidien et qu'ils ne se posent pas forcément toujours la question, alors qu'on est 12 collaborateurs ou 22 collaborateurs. L'idée de rentrer dans une charte ou un accord, pour le coup, ça peut sembler disproportionné par rapport à quelque chose qui se gère beaucoup dans de l'interpersonnel en réalité. C'est pour ça que souvent d'ailleurs on fait plutôt des chartes télétravail parce que faut aussi garder en tête que c'est pas forcément la volonté de tous. Des fois quand on en parle à des dirigeants, on part du principe que ça va être la volonté, la demande de l'ensemble des salariés, ce qui n'est pas finalement du tout le cas, puisque donc tout le monde a plus ou moins expérimenté le télétravail, mais il y en a qui aiment le faire et ça leur apporte de la productivité, du bien-être, etc., de pouvoir s'isoler pour travailler sur des dossiers de fond par exemple. Mais il y a d'autres salariés qui ne veulent pas du tout télétravailler, donc faut pas non plus que ce soit perçu comme une obligation de faire du télétravail. On l'a vu dans certaines entreprises pour gagner de l'espace par exemple, mais ça va pas forcément apporter à l'ensemble des salariés de pouvoir faire du télétravail ou pas. Donc ça, c'est quand même un sujet qui est important à poser pour que ce soit bien adapté finalement aux demandes de l'ensemble des salariés. D'où l'importance aussi du cadre, de donner un cadre pour les possibilités de s'organiser en télétravail au sein de l'entreprise. Après, ça dépend aussi d'une chose qui est hyper importante et je pense que Yannick, t'allais en parler. Ça interroge avant de dire oui ou non sur la capacité managériale qu'on a de travailler avec cette personne-là à distance. Je prends le cas de la personne qui veut partir pendant des semaines à l'étranger ou loin en tout cas. Est-ce que nous, entreprise, moi, manager au sein de mon équipe, je vais être capable de travailler avec cette personne-là qui va être loin pendant un mois ou 2 mois? Est-ce que moi, je vais y arriver? Parce que souvent, l'enjeu sur le télétravail, il est avant tout managérial pour être capable justement d'avoir confiance, de trouver les rituels, les modes de fonctionnement qu'on va avoir pour bien travailler avec cette personne-là qui va être à distance pendant un certain temps. Donc ça tire pas mal de questions qui sont plutôt dans ton jardin, Yannick. Très intéressant que tu rebondisses sur cette logique de confiance, puisque dans beaucoup de cas de volonté de refus managérial que moi j'ai rencontré, pas mal de dirigeants ou de managers intermédiaires, quand ils sont tentés de dire non à un collaborateur, c'est souvent quand on creuse qu'est-ce qui justifie ce refus, j'ai souvent des situations en fait, soit la personne est sous-performante, et du coup, j'ai un sujet de lien avec la performance, et je me souviens de cette phrase d'un manager qui disait « Déjà, que la personne n'est pas très performante quand elle est là au bureau, si en plus elle est chez elle, alors là, j'aurai un niveau de performance qui frisera effectivement le zéro, ce qui probablement est une représentation de la part du manager, parce qu'il n'y a pas forcément de raison que le collaborateur travaille plus ou moins quand il est chez lui que quand il est au bureau. Souvent, c'est cette espèce de croyance que si la personne est sous mon contrôle visuel, dans mon champ visuel, elle va travailler davantage. Alors que, en fait, pour le coup, ça parle que de la représentation du manager. Avec donc le sujet du manager qui se dit j'ai quelqu'un en sous-performance ou quelqu'un en qui je n'ai pas vraiment confiance ou quelqu'un avec qui je n'ai pas de très bonnes relations. Et c'est d'où ma question tout à l'heure de dire est-ce que je peux dire oui ou non à 2 collaborateurs différents? Et là, c'est très difficile pour le coup d'objectiver. Vas-y. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire tout à l'heure. C'est effectivement quand en fait on se rend compte que
des salariés qu'on pense être dans la même situation et en fait, il y en a un à qui on veut dire oui, l'autre à qui on veut dire non, c'est que finalement, il y a sans doute une question, plus profonde, une raison plus profonde qui fait que on ne souhaite pas dire oui à une personne pour qu'elle soit en télétravail. Et du coup, cette raison-là est peut-être plus difficile à exprimer verbalement par des éléments concrets, quoi. Donc, c'est là que ça peut être plus compliqué. Est-ce qu'un manager peut dire à un collaborateur, ce qui est une situation qu'on rencontre assez fréquemment, de dire en fait aujourd'hui tu as un niveau de performance qui n'est pas suffisant et un niveau d'autonomie qui n'est pas suffisant pour que dans ta capacité d'automotivation et de tenir le rythme de travail, qui n'est pas suffisant pour que tu puisses travailler à distance. Oui, effectivement, si encore une fois on a des éléments assez concrets pour le justifier, moi ça me semble être une raison tout à fait valable pour refuser. Je sais pas, ça va être par exemple le temps que la personne met à traiter des dossiers qu'une autre personne fait en beaucoup moins de temps, l'autonomie qui ne serait pas suffisante parce que la personne a besoin d'échanger beaucoup avec telle ou telle personne en interne. Voilà, ça va être c'est des raisons assez objectives et vérifiables. La logique d'ancienneté joue beaucoup. Alors souvent dans les accords ou les chartes là qu'on peut voir chez pas mal de clients, plus le collaborateur est junior, plus il considère que son droit à télétravail est limité, non pas tant parce qu'ils n'ont pas confiance en lui, mais c'est plutôt la logique de il va apprendre beaucoup par imitation ou aux côtés des autres et il a besoin d'avoir les autres pour le guider de manière quotidienne, quotidienne exactement, vraiment au jour le jour, voire à la demi-journée, et que c'est très peu compatible finalement avec une logique de télétravail. Pour justifier justement une décision, ça interroge quelque chose sur lequel on est souvent un peu en retard dans les TPE-PME, ça interroge la question de la maturité managériale de l'organisation, puisque dans beaucoup de PME, on est concentré sur l'opérationnel, on n'est pas encore très organisé sur la partie managériale, on n'a pas l'habitude de faire des rituels managériaux, on n'a pas cette culture du feedback, et donc forcément, à partir du moment où on doit justifier d'une décision de ne pas accepter du télétravail alors qu'on n'a jamais fait de feedback positif ou constructif à un collaborateur et qu'on lui a jamais en fait évoqué notre attente en termes de performance, c'est compliqué de se justifier en disant je vais le refuser à toi parce que en fait ton niveau de performance n'est pas ok pour que j'ai confiance sur le fait que tu partes pendant 3 mois à l'étranger et que tu feras ton travail comme si tu étais sur place. Vu que c'est pas des sujets qui sont pris en main, ça donne de la complexité dans la justification auprès d'une personne à qui on va refuser finalement cette demande-là. Il y a un très bon cas comme ça d'une manager dans un travail qui est très processé, dans lequel les tâches sont très comparables d'une personne à l'autre, que tout le monde réagit, que tout le monde crée les mêmes dossiers sur des clients simplement différents, dont les niveaux de complexité, là, dans le cas présent, étaient très comparables. Et en fait, la manager m'appelle et me dit, en fait, elle me demande du télétravail et je voudrais dire non. Je dis, pourquoi ? Et en gros, elle tire ce film de, en fait, la collaboratrice, là, il s'agissait d'une collaboratrice, et moins... D'abord, elle commence par dire, je ne lui fais pas confiance. Je pense qu'elle va bosser moins si elle est à la maison. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Donc, je creuse, entre guillemets, le refus du manager. Et elle arrive sur le fait que, en fait, elle est moins performante que les autres. Donc, ça prend un peu de temps pour arriver à dire ce truc-là. Et c'est là où je suis d'accord avec toi, Jean-François, c'est difficile dans nos organisations. Les managers ne sont pas toujours très matures pour traiter les problèmes de performance d'un collaborateur et de leur donner un axe pour progresser. Parce que souvent, c'est de dire, finalement, le collaborateur n'est pas performant, je m'arrête là. En fait, non, c'est comment est-ce que je fais pour l'aider à progresser. Et là, je lui demande d'objectiver. Elle me dit, en fait, cette collaboratrice, elle met 8 heures à faire quelque chose que les autres font en 2 heures. Donc là, pour le coup, c'est très effectivement calé. Et je dis, mais comment c'est possible que quelqu'un mette 8 heures à faire ce que font les autres en 2 heures ? Et elle m'explique qu'en fait, elle n'utilise pas les outils Excel que je lui ai mis à disposition, donc elle continue à pointer finalement des correspondances de listes sur du papier. Elle imprime et elle coche finalement des cases sur du papier, alors qu'il y a un outil Excel qui permet une extraction des éléments dont on a besoin, un outil Excel avec une formule qui compare et du coup elle n'a plus qu'à traiter les écarts. Mais elle refuse entre guillemets de le faire de cette manière-là, probablement, et là on arrive à creuser managérialement sur pourquoi est-ce qu'elle refuse, qu'est-ce qui lui fait peur finalement dans l'utilisation, est-ce qu'elle est à l'aise dans l'utilisation d'Excel ou pas, comment est-ce qu'on lui a montré qu'elle pourrait faire différemment sans que ça lui coûte plus d'efforts en réalité, sans que ça lui coûte plus de temps, on lui demande pas de faire plus, mais de faire différemment. Et là, on arrive finalement dans comment est-ce que le manager
pilote la progression du collaborateur et pilote sa performance. Et là, la question du télétravail devient une question qui est finalement secondaire quand le plan d'action et les objectifs qu'on s'est fixés sont traités pour le coup. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement à cette demande de télétravail assez lointaine là, parce que là, on est revenu sur du télétravail en proximité, mais notre cas de départ, c'est quand même le collaborateur qui veut partir sur une île chez ses parents dans un département d'outre-mer qui est à 6 heures de décalage horaire de la France. Ça commence à localiser déjà ce dont on est en train de parler. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut lui dire finalement à ce collaborateur-là ? C'est vrai que la question du télétravail à l'étranger, elle pose beaucoup de questions. On n'a pas forcément toutes les réponses actuellement, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même assez récent. C'est avec la crise sanitaire surtout que ces questions-là, elles sont apparues. Globalement, il faut quand même avoir à l'esprit que si on reste en France, donc France métropolitaine et outre-mer, ça reste assez simple, entre guillemets, d'un point de vue sécurité sociale, surtout. Dès lors que c'est l'étranger, là, c'est plus compliqué. Avec un bémol encore sur l'Union européenne, ça reste aussi un peu plus simple que le reste du monde, parce que avec l'Union européenne, il y a en termes de réglementation de sécurité sociale, il y a des principes qui s'appliquent à tous les États membres. Globalement, on peut aller télétravailler à l'étranger si on reste dans l'Union européenne. Mais ça soulève quand même des questions, quand on est hors Union européenne, ça soulève des questions de sécurité sociale, également des questions fiscales, puisque effectivement la question de la résidence fiscale va se poser. Donc, et l'employeur n'est pas forcément non plus assuré. On peut imaginer un accident qui se produirait à l'étranger. Là, ça soulève clairement la question de l'assurance. Donc, moi, j'ai quand même une grosse réserve sur le télétravail à l'étranger. Dans l'Union européenne, ça reste possible, mais vraiment sous conditions et peut-être pour des durées qui ne sont pas, qui devraient être encadrées. Mais voilà, ça soulève pas mal de questions en termes d'assurance, notamment de fiscalité, de sécurité sociale. Assurance et également de moyens. Est-ce que la personne, quand elle sera dans les Antilles où ça devrait pas poser de problème, mais surtout à l'étranger, je pense que c'est le cas on va prendre l'hypothèse que c'est à l'étranger, ce sera plus simple. Est-ce que la personne qui sera à l'étranger aura les moyens de travailler correctement ? Parce que si on accepte que la personne fasse du télétravail, l'employeur est aussi tenu de s'assurer que la personne ait les moyens de pouvoir travailler normalement, même si elle n'est pas au bureau. Et donc ça pose quand même une question qu'on doit finalement peser avant de dire OK ou pas à cette demande de personnes qui souhaitent travailler à l'étranger pendant quelques semaines ou quelques mois. Concrètement, qu'est-ce que tu veux dire par là ? C'est que tu dois vérifier que l'équipement du collaborateur dans le local dans lequel il va travailler, qu'il a une chaise, un bureau, qu'il a un débit internet qui est suffisant pour les visios, etc. C'est ça dont on est en train de parler ? Même par exemple, je prends un exemple concret. Le salarié part à l'étranger, il veut travailler à chaque fois qu'il est dans un point de chute, dans un coffee shop ou autre. Il va devoir payer pour louer un bureau pendant X heures, c'est à la charge du salarié ou c'est à la charge de l'employeur ? On est juriste. Effectivement, lorsque le salarié est en situation de télétravail, il doit théoriquement être indemnisé pour les frais qu'il expose dans le cadre de ce télétravail. Donc c'est une indemnité qu'il doit percevoir et qui dépend du nombre de jours télétravaillés par mois. Donc ça, c'est pour prendre en charge l'électricité, le chauffage, ce qui est consommé chez lui. Éventuellement également, quand l'employeur ne peut pas mettre à sa disposition un local, et notamment je pense à certains salariés commerciaux qui ont pas mal de matériel ou qui appartient à l'entreprise, il doit en plus y avoir une indemnité d'occupation du domicile. Mais le commercial qui stocke une partie de ses produits dans son garage, on doit l'indemniser pour le nombre de mètres carrés du garage qui sont occupés. Mais en dehors de ce cas particulier et de ce cas précis, même un salarié qui n'a qu'un ordinateur doit percevoir tous les mois, en fonction du nombre de jours où il travaille à son domicile, des frais. Parce qu'en fait, on considère que les frais qu'un salarié expose pour son travail doivent lui être remboursés par son employeur. Donc, dans le cas que présentait Jean-François, notre collaborateur qui télétravaille à l'étranger en mode très nomade et qui du coup loue un bureau et un accès à Internet régulièrement, il est fondé, même si c'était son choix
de le faire à distance, il est fondé à demander à son employeur tout ou partie de la prise en charge de ces frais-là. Alors, il y a un barème qui est fixé par l'URSSAF, en fait. Donc, on doit rester dans la limite de ce barème. Ou sinon, si on est en dehors de ce barème, on peut tout à fait décider de verser plus, mais dans ce cas-là, c'est soumis à cotisation. Alors que si on reste dans le barème de l'URSSAF, c'est exonéré de cotisation. Ça me fait rebondir à la question télétravail depuis l'étranger et éventuellement dans des lieux aussi qui sont ouverts au public. Ça pose la question en matière de RGPD, donc de réglementation sur la protection des données. Effectivement, si l'activité de l'entreprise, c'est de traiter notamment, ou en tout cas, si pas son objet, mais si elle est amenée à utiliser un certain nombre de données sensibles, personnelles, ça pose la question justement du traitement de ces données dès lors que le salarié exerce depuis l'étranger. Parce que la réglementation donc, sur les données personnelles, c'est quelque chose qui est établi au niveau de l'Union européenne. Par contre, on pourrait éventuellement, l'employeur, sa responsabilité pourrait être engagée si jamais, dans le cadre du télétravail à l'étranger, notamment par exemple, on peut envisager depuis un bar, par exemple, ou un open space, la question se poserait justement de la responsabilité de l'employeur s'il y avait une fuite de données ou des choses comme ça. Donc, il y a aussi ce volet-là qui est à prendre en considération. Très clair. Moi, j'ai souvent tendance, peut-être, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais à conseiller aux dirigeants, d'abord de creuser pourquoi le collaborateur formule cette demande-là. Puisque dans le cas du collaborateur en présence, là, qui veut aller finalement aider ses parents avec cette logique de décalage horaire, on pourrait interroger le collaborateur, et ça a d'ailleurs été un peu le réflexe du manager, de dire, mais pourquoi est-ce que finalement tu poses pas des congés ou des congés sans solde? Parce qu'en réalité, la réalité de ton travail sur cette période-là, elle peut être discutable finalement. Comment est-ce qu'on panache entre du jour de télétravail et du jour de congé? Parce qu'en réalité, tu risques de pas être en capacité d'avoir le même niveau de production et de productivité. Donc, le manager avait une position assez équilibrée dans ce cas-là en disant, je peux entendre que tu as un besoin spécifique personnel à ce moment-là, mais comment est-ce que tu me garantis le niveau de contribution à l'entreprise qui est suffisant? Et là, ce que moi je recommande souvent au manager, c'est renvoyer la charge de la preuve au collaborateur. C'est-à-dire de dire, OK, pourquoi pas, on peut étudier ta demande, une fois qu'on a bien compris le pourquoi et qu'on a creusé, de dire quelles sont les conditions que tu vas mettre en place pour garantir à l'entreprise que tu vas avoir le même niveau de productivité et le même niveau d'efficacité, le même niveau de lien avec les autres que si tu étais finalement au bureau ou si tu étais chez toi. Comment est-ce que tu vas t'organiser? Et du coup, de retourner cette charge de la preuve en disant, avant que ce soit à moi, manager, de réfléchir, c'est d'abord ta demande à toi de collaborateur de télétravailler en dehors du cadre qu'on a fixé ensemble. Explique-moi comment est-ce que tu vas garder finalement ce lien ou cette efficacité. Je trouve ça très intéressant de demander finalement à la personne comment est-ce qu'elle se projette, comment elle pense s'organiser par rapport à ça, parce que c'est pas juste faire une demande et on verra en arrivant sur place comment on va pouvoir travailler ou quelles difficultés je vais avoir. Plus c'est préparé à l'avance, plus c'est anticipé de à quel moment la personne va pouvoir travailler, comment ça va se passer vis-à-vis du décalage horaire avec son équipe, comment est-ce qu'ils vont pouvoir quand même réussir à maintenir un lien en tenant compte du décalage. D'un point de vue matériel, comment la personne sera sûre de pouvoir être dans un endroit propice, isolé ou autre pour pouvoir travailler convenablement. Enfin, tout ça, je trouve ça intéressant de remettre la balle dans le jardin du collaborateur qui le demande pour savoir, avant même de pouvoir décider, comment ça peut se concrétiser, cette période-là de travail pendant plusieurs semaines. Je sais que Jean-François, il y a une notion à laquelle tu es souvent très sensible, c'est sur laquelle j'aimerais bien que tu nous apportes des éclairages, c'est sur les rituels d'équipe. Souvent, tu parles de rituels d'équipe, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que l'équipe bosse ensemble, à quel moment ils se croisent, etc. Est-ce que c'est pas un sujet important aussi quand il y a des collaborateurs qui vont télétravailler, notamment dans ce contexte-là? Comment est-ce qu'on organise les rituels d'équipe et qu'on crée finalement ce lien-là? Ça veut dire que là, c'est toute l'équipe finalement qui va devoir s'adapter à l'une des personnes de l'équipe qui va travailler pendant quelques semaines ou quelques mois loin. Ça va dire qu'on va, si on accepte, qu'on va devoir demander à l'équipe finalement de faire un effort, de s'organiser pour faire en sorte que la personne soit bien partie intégrante de l'équipe. Donc ça veut dire que si on a des rituels qui sont déjà en place, on va peut-être devoir les adapter pour prendre en compte Martine ou Jean-Jacques qui part comme ça pendant quelques semaines.
notamment au niveau des rituels que je vois de temps en temps sur les entreprises. Alors, c'est un peu particulier, on en parlera peut-être après sur les entreprises qui sont full remote, mais ils arrivent à créer des rituels pour créer du lien. Par exemple, en créant un point fixe tous les jours, quand les personnes arrivent par exemple au travail, ou s'il y a un décalage, ça peut être un autre moment de la journée, se connecte qui peut, mais au moins c'est un rituel que tous les jours tout le monde se connecte. Ils appellent ça par exemple l'accueil café, où finalement on va prendre un café virtuel juste pour prendre le temps d'échanger sur des nouvelles, comment ça va, etc. Mais aussi, bah tiens, hier j'ai travaillé sur tel dossier, j'ai une question à te poser là-dessus, etc. Ça va permettre de maintenir finalement une relation avec la personne au sein de l'équipe. Mais c'est vrai que ça demande quand même de réfléchir à comment l'équipe même va s'organiser pour faire en sorte que la personne ne soit pas isolée parce qu'elle n'est pas au contact tous les jours comme habituellement. Ce qui pose presque plus la question du décalage horaire dans le cas qui nous occupe là que de la question de la localisation du collaborateur en réalité. C'est plutôt ça, ouais. Ok, d'accord. Donc je comprends, si je suis tous nos échanges, que c'est pas très facile de refuser à un collaborateur une demande de télétravail, ou en tout cas, il faut vraiment être capable de l'argumenter beaucoup. On peut renvoyer effectivement au collaborateur et à l'équipe de commencer à se projeter sur finalement comment est-ce qu'on va s'organiser et comment est-ce qu'on va travailler dans ce moment-là. Moi, un sujet qui m'importe toujours, c'est comment est-ce que je pilote finalement la performance à distance avec un collaborateur. Comment est-ce que je maintiens finalement le même niveau de performance et comment est-ce que je le pilote? Est-ce que toi, tu as des retours d'expérience, Jean-François, sur ces sujets-là? Bah, ça dépend un peu, toujours pareil, des tâches ou des métiers des personnes, hein. On doit normalement avoir un système d'indicateurs. Enfin, si on travaille à la confiance, on va pas forcément être derrière les personnes à vérifier que la personne est bien là à 8h00 et qu'elle part bien à 18h00. Ça va pas être comme ça qu'on va fonctionner. Par contre, on va peut-être fonctionner en suivant la réalisation d'un dossier, par exemple. On sait que c'est cette personne-là qui est responsable de la réalisation d'un dossier. Et normalement, vu qu'on connaît le métier, puisqu'on fait tous partie de la même équipe, rien qu'en suivant les réalisations de la personne, on sait, grosso modo, le temps qu'il y a à passer sur tel ou tel type d'action. Et on peut pas mentir sur quelque chose de factuel comme ça. Sans suivre les temps, on va suivre les réalisations de travail de la personne et on va bien voir si la personne a avancé correctement ou pas dans les missions qui lui sont confiées. Donc c'est une question aussi d'indicateur, de mesure de l'activité même de l'équipe et donc du coup de la personne qui sollicite le télétravail à longue distance. Donc ça peut presque être une opportunité d'avoir un nouveau dialogue managérial avec le collaborateur et des nouvelles modalités de pilotage de la performance, parce que ce que tu décris, si on arrive à le faire quand le collaborateur est à distance, il n'y a aucun intérêt quand il revient dans les locaux de revenir sur une logique de pilotage plutôt des horaires, etc. Donc c'est-à-dire on crée finalement une nouvelle activité, un nouveau pilotage de la performance. Ça peut être hyper intéressant, je l'ai vécu, même type de demande, hein, grosso modo. Et c'est vrai que dans les PME en général, on n'est pas très à l'aise avec le management de la performance. C'est un mot qui est presque qu'on doit pas dire, hein, grosso modo. On est vraiment focus sur l'opérationnel, donc chacun a des tâches à réaliser, mais d'un point de vue opérationnel. On s'interroge peu sur la performance. Est-ce que ces tâches-là ont été bien faites ou est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Et donc se pose toujours la question dès qu'on veut rentrer un petit peu là-dedans de comment déjà on mesure, c'est quels indicateurs on va pouvoir mettre en place pour être capable de suivre correctement la performance d'une personne et après comment est-ce qu'on s'organise d'un point de vue managérial pour être capable aussi de lui faire du feedback positif, mais aussi du feedback constructif quand il y a des points à améliorer. Et c'est même cette culture-là de la performance, c'est aussi cette culture du feedback, faire des arrêts sur image de temps en temps avec l'équipe pour analyser une pratique, analyser une réalisation qu'on a pu faire au sein de l'équipe et de manière très objective, se poser la question en équipe de est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux pour sans parler d'une personne ou d'une autre d'ailleurs, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu collectivement traiter mieux un dossier en actionnant d'autres leviers ou en faisant différemment. Et donc là, on rentre dans des logiques qui sont assez intéressantes et donc ça peut être l'opportunité d'y travailler au sein d'une équipe un peu contraint parce qu'on a cette demande-là
de cette personne qui veut partir loin pendant quelques semaines. Ça nous oblige un petit peu à revoir notre mode de fonctionnement aussi managérial. Pour moi, c'est aussi un autre axe d'opportunité, c'est de mieux travailler l'équité finalement des collaborateurs entre les uns et les autres, puisque là, on a un collaborateur, en l'occurrence notre Jean-Jacques, qui dit « j'ai un besoin » et comment est-ce que l'équipe et l'entreprise s'ajustent entre guillemets à ce besoin-là. Pour moi, c'est aussi une opportunité d'aller poser la question aux autres collaborateurs, de dire « mais puisqu'on est capable de s'ajuster au mode de fonctionnement de Jean-Jacques là, de manière exceptionnelle, c'est quoi vos besoins à vous finalement d'ajustement? Peut-être que notre logique de pilotage des horaires et de la performance, telle que tu viens de le décrire, est peut-être trop standardisée finalement, et que c'est peut-être une opportunité de se dire ok, Jean-Jacques, lui, c'est temporairement, il a besoin de télétravailler très loin avec des horaires décalés, mais peut-être que Martine, elle a besoin d'avoir peut-être des jours de télétravail différents ou une autre gestion de distance, et là, on peut rentrer dans une prise en compte des besoins de chacun. Ce qui peut devenir une usine à gaz pour finalement un manager ou un dirigeant. Ce qui peut être compliqué. Il y a aussi, je rebondis juste sur un truc qui est pas directement lié, mais je trouve ça intéressant comme exemple. Dans les logiques d'équité par rapport au télétravail, j'ai échangé avec une entreprise industrielle il y a quelques temps qui a une demande des ouvriers de production, qui était une demande de passer à une semaine de 4 jours en production pour des logiques d'équité vis-à-vis de tout le personnel support ou administratif qui pouvait avoir des jours de télétravail réguliers et s'organiser comme ça dans leur vie perso aussi, de se dire nous on aimerait bien qu'on réfléchisse à un système, à une organisation qui nous permette de travailler au sein de notre atelier sur 4 jours par semaine pour justement, en principe d'équité, gagner un peu du temps sur notre vie personnelle vis-à-vis de nos collègues qui, eux, peuvent s'organiser différemment avec du télétravail. Finalement, ça revient à dire je suis capable de créer de la souplesse pour que chaque collaborateur ait une réponse à ses besoins plutôt via le télétravail, donc le travail à distance sur des métiers de service, ou en tout cas des métiers de back-office, et sur des métiers industriels, plutôt sur l'aménagement des horaires. Exactement. Avec une limite qui est la gestion du risque professionnel, que si je bascule de 5 à 4 jours, j'étends mes horaires de travail, donc je fais des journées qui sont potentiellement plus longues et qui finissent potentiellement plus tard, avec une partie des industriels qui ont tendance à dire, je ne sais pas si c'est complètement réel, mais de dire, du coup, il y a un risque d'exposition à l'accident de travail qui devient peut-être plus important en fin de journée, et qu'entre finir une journée au bout de 7 heures ou finir une journée au bout de 8h30, peut-être qu'on est effectivement plus fatigué, un peu plus usé, et que finalement, le bénéfice, c'est peut-être pas le bon. Mais en tout cas, c'est où est-ce que je mets de la souplesse en fonction de la réalité du métier. Il y a aussi une logique économique, c'est aussi lié à notre contexte économique, notamment par rapport au déplacement. Permettre à des personnes qui habitent peut-être loin de faire du télétravail alors qu'ils sont dans des équipes de bureaux, VS, les personnes qui sont en production, ils doivent venir 5 jours sur 5 au travail. En tout cas, c'est un sujet que eux ils ont pris. Je trouve ça hyper intéressant de se dire on va y réfléchir et on va sans doute tester. Ça veut pas dire qu'on validera ce mode d'organisation pour la prod, mais par contre on va le tester parce qu'on se doit aussi de s'assurer d'une certaine équité globale. Ça peut être une logique économique pour l'entreprise aussi, parce que passer sur 4 jours, parfois il y a des finalement le gain en termes d'électricité, ou faire fonctionner 1 heure de plus chaque jour ou toute la journée le vendredi par exemple. Certaines entreprises ils trouvent ça plus intéressant. Je voudrais rebondir sur ce que disait Jean-François et redonner la parole à Gaëlle sur la réversibilité. Oui. Alors là encore, il faudra voir ce qui est prévu dans l'acte, dans l'accord collectif ou dans la charte. Mais on peut revenir en arrière. On peut revenir en arrière. Il faut voir ce qui est prévu dans l'acte, ou après, s'il n'y a pas d'accord collectif ou de charte, il faut éventuellement voir ce qui a été convenu avec le salarié, justement, si ça a été convenu pour une période donnée, ou si... Moi, c'est pour ça que je préconise quand même de fixer un cadre, c'est-à-dire qu'on dit que, à la demande de l'employeur, éventuellement, le télétravail sera réversible, c'est-à-dire que le salarié devra revenir dans l'entreprise. La recommandation qui est la tienne, c'est de dire anticiper la réversibilité dès la contractualisation avec le collaborateur. Exactement. De dire, il y a un certain nombre de critères, peut-être de performance, d'organisation de l'équipe, etc., qui font que c'est pas comme si c'était un droit acquis définitif, mais c'est une modalité d'organisation de travail, et en fonction de si elle prouve son efficacité ou pas, on est capable de revenir en arrière. C'est ça. Okay. Alors, contractualisation ou pas, c'est-à-dire qu'on met ça dans le contrat de travail, ou
je sais pas, dans un mail, voilà. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir une trace de ce qui a été convenu au moment où le télétravail a été mis en place. Et que dans les conditions, au moment de l'accord, c'est de se dire qu'effectivement, c'est réversible. Oui. Ok. Il y a aussi dans certaines chartes de télétravail où on prévoit certaines situations où l'employeur peut demander à l'ensemble des collaborateurs d'arrêter le télétravail pour différentes raisons et de travailler en full bureau. Dans certaines situations, on peut clairement les préciser pour aussi garder ce côté réversible dans une situation donnée, demander à tout le monde de venir travailler 5 jours sur 5 au bureau. Typiquement, cas d'une direction financière dans une entreprise, au moment de la clôture des comptes, c'est le moment où on dit, sur cette période-là, pendant les 4 semaines de clôture on a besoin de travailler ensemble. On a besoin de travailler ensemble. Globalement, tout le monde revient au bureau et c'est un rythme annuel qui dit, il n'y a pas de négociation sur le sujet. Organisez-vous dès le départ parce que sur cette période-là, vous serez 5 jours sur 5 au bureau. Exactement. À voir également ce que le contrat de travail prévoit, c'est-à-dire que quand le salarié est recruté, parfois certains salariés conviennent avec leur employeur dès le départ qui seront en 100% télétravail parce qu'ils considèrent que voilà, c'est une condition vraiment essentielle à leur engagement parce que voilà, ils sont loin du siège ou je ne sais pour quelle raison. Mais dans ce cas-là, il faut voir aussi ce que prévoit le contrat de travail. S'il y a un engagement de l'employeur à ce que le salarié soit en télétravail tout le temps, voilà, là, dans ces cas-là, on pourra difficilement revenir sur le télétravail. Ok. Si c'est inscrit dans le contrat de travail que la modalité d'exercice, c'est du 100% télétravail, voilà. C'est compliqué là pour le coup de revenir en arrière. Ok. Donc en tout cas, vraiment, dès le début de la contractualisation, se dire est-ce que j'ai bien prévu la réversibilité ou pas et qu'est-ce que ça implique, y compris de dire si finalement ça fonctionne pas, ça veut dire qu'on va quasiment vers une rupture du contrat de travail finalement avec le collaborateur si ça marche pas. Oui, il faudra voir effectivement comment ça fonctionne pas. Ouais. Okay. Du coup, ça nous amène à des collaborateurs qui sont en 100% télétravail, qui est un cas très particulier, qui finalement se présente assez peu en réalité, mais il y a des entreprises qui sont construites comme ça, qui fonctionnent en 100% télétravail. Les gens ne se croisent qu'une ou deux journées par mois sur un lieu qui peut être un lieu tournant avec des gens qui peuvent travailler de l'étranger. Il y a quelques entreprises qui fonctionnent de cette manière-là. Moi, ce que j'en retiens, et après, je vous laisse la parole sur ce que vous avez vu, vous, il y a quand même, en gage de performance, il y a quelques éléments qu'on voit revenir régulièrement dans ces entreprises-là. Pour moi, le premier, c'est que c'est des entreprises qui sont dans une grande culture écrite et pas dans une culture orale, que finalement, c'est très facile de solliciter les autres par écrit, d'avoir des fichiers dans lesquels on met l'ensemble de nos problématiques à traiter et chacun vient ajouter sa contribution, son analyse, etc., qui permet de travailler de manière asynchrone, de dire il y en a un qui sollicite les autres et les autres ne répondent pas immédiatement dans une réunion, mais ils répondent quand ils ont le temps de répondre et on est sur des délais comme ça. Donc la culture écrite par rapport à une culture orale est un bon indicateur déjà des entreprises qui peuvent fonctionner plus facilement à distance. Le deuxième, c'est la performance qui est très suivie et qui est très objectivée. C'est-à-dire, plus les entreprises objectivent le suivi de la performance, qu'il y a des indicateurs qui sont très précis, comme disait Jean-François tout à l'heure, sur le suivi de la réalisation d'un dossier. C'est un très bon élément qui facilite le fait d'être en télétravail dans des proportions importantes, parce que justement, on est très habitué à avoir un dialogue manager-collaborateur sur c'est quoi ton niveau de performance, est-ce que tu vas à la bonne vitesse, dans le bon niveau de qualité, comment est-ce qu'on peut t'aider à progresser, etc. Et puis, l'autre élément quand même très important, c'est une grande culture du feedback, de dire aux gens ce qui va bien et ce qui ne va pas bien. Plus on a cette culture-là de se le dire et de partager sur ces sujets-là, d'avoir cette habitude de se dire voilà ce que tu fais bien, voilà ce que tu devrais faire différemment, sans que ce soit un psychodrame ou une difficulté, ça facilite effectivement, en tout cas, c'est un élément facilitant dans les entreprises qui veulent faire beaucoup de télétravail, parce que souvent par mail, quand on n'a pas cette culture-là, on fait un reproche entre guillemets à quelqu'un ou on lui demande de progresser sur quelque chose, il le prend pas très bien, ça monte vite dans les tours comme on dit, et ça devient plus difficile. Donc culture écrite plutôt qu'orale. 2, performance très suivie, très objectivée, la contribution de chacun est très claire. Et 3, responsabilisation très forte autour d'une culture du feedback importante. Est-ce que vous voyez l'un et l'autre d'autres facteurs qui sont des éléments décisifs favorisant une culture du télétravail ou un télétravail en grande proportion ou à distance ? Déjà tout à fait d'accord avec ce que tu viens d'avancer. Pour moi, en tout cas, c'est mon avis. Il y a peu d'entreprises quand même qui répondent à ces critères-là.
Donc même si ça, à un moment donné, ça faisait rêver pas mal de salariés ou de dirigeants de se dire tiens, je vais faire une entreprise full remote, finalement, on s'aperçoit que ça marche pas toujours bien. En tout cas, c'est très difficile de basculer d'une organisation physique à une organisation complètement 100% télétravail. C'est peut-être plus facile de partir de ça. Par contre, ça nécessite que l'ensemble des collaborateurs qu'on va recruter sont bien dans cette culture-là. Parce qu'avoir une culture de l'écrit, sur le papier, beaucoup de personnes peuvent dire ça me pose pas de problème. C'est assez difficile finalement à tenir. Il y a des entreprises connues comme Alan, par exemple, avec son fondateur qui a écrit un bouquin qui s'appelle Easy Business, qui est assez intéressant là-dessus. Tous leurs modes de fonctionnement sont intéressants, mais c'est intéressant parce que eux, culturellement, ça marche bien. Et ils se sont constitués comme ça. Donc, exactement. L'entreprise, c'est Alan, A-L-A-N, qui est une mutuelle finalement. Une mutuelle, ouais. Exactement, pour entreprise, qui fonctionne plutôt en B2B, et dont le dirigeant est Jean-Charles Samuelian. Merci Yannick de cette précision. Et donc ça, c'est vrai que c'est réservé quand même à quelques entreprises d'être capable d'avoir cette culture de l'écrit, du feedback, de la performance qui permet de travailler convenablement là-dedans. Et ensuite, à partir du moment où on répond à ces différents critères, ça veut dire aussi qu'il faut qu'on s'organise et qu'on s'outille pour que ça marche bien aussi de ce point de vue-là. Tu penses à quoi? Je pense tout de suite aux outils de communication, par exemple. Ok. Alors, il faut peut-être aller au-delà des outils classiques de messagerie instantanée ou autres. Il y a des applications aujourd'hui qui existent qui simulent par exemple un bureau virtuel où on va naviguer avec un personnage, entrer en salle de réunion ou on va croiser quelqu'un dans le couloir virtuel et ça va nous permettre d'ouvrir un chat pour discuter avec quelqu'un. Ça permet de gamifier un petit peu le quotidien alors qu'on est tous quand même tout seul chez soi, en pyjama. Du coup, ça c'est des outils intéressants. Ça permet aussi ça demande aussi de bien se structurer d'un point de vue informatique. Enfin, je pense tout de suite par exemple au partage de données, etc. C'est quand même assez important d'être bien calé là-dessus. Ça veut dire aussi qu'il faut créer des nouveaux rituels, notamment pour créer un collectif, parce que ça c'est important. Donc ça veut dire qu'il faut en faire plus dans une entreprise qui est totalement remote. Ça veut dire qu'il faut faire des séminaires par exemple peut-être plus réguliers, où l'objectif va simplement être de réunir tout le monde dans un même endroit et de créer du lien, partager, etc. sur 2-3 jours, mais au moins être sûr que tout le monde connaisse bien ses collègues, etc. Même si au quotidien on travaille chacun de chez soi. Et puis ça m'interroge aussi d'un point de vue RH sur toute la partie processus d'intégration. Enfin, il y a quand même pas mal de sujets où on doit forcément s'adapter spécifiquement à nos conditions remote par rapport à nos processus RH. Donc ça demande un petit travail particulier. Et je voulais juste peut-être donner un éclairage. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait ce choix il y a quelques années de passer en remote, en grande partie, pour des questions notamment d'attractivité, de recrutement. Ils n'arrivaient pas à recruter sur place, donc ils recrutaient un peu partout. Il y en a qui sont revenus en arrière parce que s'apercevant que c'était compliqué finalement de bien travailler ensemble dans ces conditions-là. Et puis il y a un petit aspect aussi d'attente. À un moment donné, on entendait beaucoup parler du full remote vis-à-vis des attentes des collaborateurs. Et je crois d'ailleurs que les dernières études sur ce qu'attendent les nouvelles générations, etc. au travail, il y a toujours une importance donnée aux relations avec les collègues et d'avoir un cadre de travail, un environnement de travail qui leur convienne, qui soit agréable, adapté, etc. Et quand on met en balance ces attentes et un fonctionnement remote, on voit bien que ça marche pas tout à fait vis-à-vis de la majorité finalement des salariés d'aujourd'hui et de demain. Donc c'est vraiment réservé, je pense, à quelques entreprises. Que la question est vraiment la question du lien qu'on arrive à créer entre les différentes équipes et que dans les organisations telles qu'on les connaissait, les sociologues disaient le lieu fait le lien, mais que finalement ça oblige dans ces organisations-là à retrouver une modalité finalement de créer du lien entre ces entreprises-là. Gaëlle ? Oui. Non, effectivement, moi de mon point de vue, le 100% télétravail, ça concerne beaucoup en tout cas les entreprises au stade de leur constitution, au stade de leur premier pas. Et une fois qu'elle atteint un certain stade de développement, un certain nombre de salariés, en tout cas moi de ce que j'ai constaté, c'est que c'est difficilement tenable sur du 100% télétravail en termes d'organisation, d'intégration, d'esprit, de cohésion en fait.
Ce qui est quand même rarement le cas. Hein. Statistiquement, il y a quand même très peu d'entreprises qui sont 100% télétravail, qui n'est pas une modalité d'exercice qui va effectivement à tout le monde, on l'a déjà vu. On arrive à la fin de cet épisode. Si on devait résumer un peu, c'est quoi les éléments que vous retiendriez pour les managers qui nous écoutent ou qui nous regardent, de se dire c'est quoi les 2-3 trucs à faire si effectivement ils sont face à ce type de situation, ce type de demande. Gaëlle, toi tu dirais le premier réflexe qu'il faut qu'ils aient, c'est de faire éventuellement une charte sur le télétravail si vraiment on veut fixer un cadre, si ça concerne beaucoup de salariés et qu'on veut fixer un cadre assez précis, faire une charte ou un accord collectif. Et sur la question plus particulière du télétravail à l'étranger, là, moi, c'est une grosse réserve quand même, voire un non catégorique quand c'est à l'étranger, vraiment, étranger hors Union européenne, et au cas par cas, si c'est dans l'Union européenne ou avec et si c'est à l'outre-mer, voir éventuellement si en termes d'organisation c'est possible selon l'activité. Là, c'est même pas un obstacle juridique, c'est plus un obstacle managérial, le cas échéant. En tout cas, avec des questions derrière d'assurance, d'exposition au risque, de sécurité des données et de sécurité des collaborateurs, etc. Ok. Jean-François ? Oui, pour résumer, déjà, avant de répondre à une demande individuelle, toujours pareil, bien regarder l'ensemble du contexte pour ne pas faire jurisprudence et dire oui assez rapidement à cette personne-là et sans prendre en compte les futures demandes qu'on va avoir. Et puis dans l'interrogation quand on va peser le pour et le contre sur cette demande-là, s'interroger sur la personne en tant que telle. Est-ce qu'elle va être capable, est-ce qu'elle aura les conditions pour bien travailler et être performante dans cette situation-là pendant quelques semaines? Et puis ça interroge aussi surtout finalement l'équipe. Est-ce que l'équipe va être capable de travailler pendant quelques semaines avec cette personne-là loin? Comment ça va s'organiser tout ça? Et puis même moi en tant que manager, est-ce que je suis capable de travailler avec cette personne à distance? Parce que je le suis peut-être pas. En tout cas, si je pense que d'un point de vue collectif au sein de l'équipe et moi en tant que manager, je me sens à l'aise de travailler avec cette personne-là loin pendant quelques semaines, qu'est-ce que je vais mettre en place comme rituel? Et moi, je dirais que c'est une co-responsabilité, que c'est autant la responsabilité du manager que de la responsabilité du collaborateur que de faire réussir ça, et qu'il faut aussi interroger le collaborateur sur quelles sont les conditions qu'il va mettre en place, quelle est l'organisation que lui envisage de mettre en place pour que ça fonctionne correctement dans la relation avec les autres et dans le niveau de performance. Il me reste à vous remercier tous les deux de votre contribution à cet épisode, où je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments qui ont été donnés pour des managers qui nous écoutent pour se faire un peu leur feuille de route s'ils sont face à des situations de télétravail un peu intenses, un peu importantes avec ce type de demande. Donc merci vraiment beaucoup à tous les deux d'être venus aujourd'hui. Il me reste à vous remercier, vous, de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a été utile. Et puis de remercier l'hôtel Balthazar à Rennes qui nous a accueillis aujourd'hui dans ce cadre vraiment très chouette pour un podcast comme ça. Merci à tous et à bientôt dans un nouvel épisode du Coup de Bigot. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme favorite ou en parler autour de vous. C'est grâce à ça que d'autres managers pourront avoir accès à ce contenu, en avoir connaissance et pouvoir progresser dans leur pratique managériale. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour me faire part de vos feedbacks, ça m'encourage et ça m'aide à progresser. Si vous souhaitez échanger sur vos sujets managériaux, suivre une formation managériale, vous faire accompagner, vous pouvez retrouver en description de cet épisode les liens pour pouvoir me contacter et n'hésitez surtout pas à me contacter directement via LinkedIn. À très bientôt dans un nouvel épisode.